Bonjour à tous, donc je voulais vous faire part aujourd'hui, après l'acquisition de ce générateur donc de fonction, qui avait un problème qui était intermittent sur la partie sinus. On avait une disparition de signal avec un offset négatif, c'est-à-dire que la tension de sortie, au lieu d'être sinusoïdale, était donc décalée en négatif, avec une tension de moins 5 volts, donc ça ne marchait pas. Et toutes les autres fonctions, donc sinus, triangle et rectangle, fonctionnaient très bien, sans ce problème d'offset, et il n'y avait que le sinus. Pour ça, j'ai récupéré les schémas. Alors, donc, quand on fait une chose, la première des choses qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire c'est un appareil qui était inconnu pour moi, c'était de tirer la partie synoptique. Alors, donc, le synoptique, comme on peut voir, ça fonctionne à partir du triangle. Cette partie triangle va être convertie ici en sinus, donc la partie triangle en sinus ici, et après envoyée dans un commutateur qui va attaquer l'ampli de sortie. Voilà, donc la solution était de savoir pourquoi dans cette partie-là il y avait un souci, alors que toutes les autres fonctions, c'est-à-dire le triangle et le rectangle, fonctionnaient très bien. Je n'ai pas essayé l'arbitraire, mais toute cette partie fonctionnait très bien, hormis le sinus. Donc, par le biais du synoptique, on peut voir que c'est cette partie donc numérotée 6 qui est défectueuse. Donc j'ai sorti cette partie numéro 6, et la partie numéro 6 est ici. Donc ici on a un ampli qui est composé d'un circuit couche épaisse. Je vous ferai voir ce que c'est le couche épaisse. Ensuite, on va attaquer la formation de la sinusoïde dans cette partie-là. Pour moi, donc là, j'ai mesuré une tension qui était positive en sortie de cet ampli, alors que normalement, d'après ce que j'ai pensé, elle aurait dû être... donc j'avais bien la partie triangle, mais surélevée, elle était positive au lieu d'être alignée sur le 0. Donc on avait déjà un décalage d'offset dans cette partie-là. Et donc la solution était de voir pourquoi dans cette partie-là. Alors ce que j'ai fait, j'ai enlevé cette fameuse couche épaisse, et après avoir enlevé la couche épaisse, j'ai regardé en sortie de l'ampli, et je me trouvais avec un signal triangulaire au lieu d'être sinusoïdal, parce que certainement l'impédance était pas bonne au niveau de l'attaque de cette partie ici. Et là, j'ai pu me rendre compte que le problème venait de cette partie préampli. Donc j'ai fait un relevé de schéma. Donc la couche épaisse, c'est ce petit circuit. Alors c'est composé de transistors, de condensateurs et de résistances imprimées. Alors comme vous pouvez le voir, les parties grisées comme ici, ce sont des résistances imprimées.
et qui sont ajustés au laser. Et donc j'ai fait un relevé de schéma avec l'ohmmètre et le transistormètre. Alors sur le relevé de schéma, j'ai pu voir comme on peut voir ici, on a ici une partie ampli avec si on regarde sur cette partie ici, on a une contre-réaction statique qui est entre le 9 et le 4. Donc si je regarde 8, 9 et 4, je fais bien une contre-réaction statique. Et ensuite, on a cette partie ici, qui est la partie de régulation statique, au cas où on ait un décalage d'offset en sortie. Cette partie se charge par blocage de ce transistor ici, de ramener la tension, ou par saturation, disons, en faisant conduire, en amenant une tension plus positive qu'elle ne l'est. C'est-à-dire, si ce transistor ici se bloque, la tension va devenir plus positive sur l'émetteur du transistor. Donc, pardon, il va conduire, et s'il conduit, il va ramener ici le décalage d'offset s'il était négatif. Donc cette partie est uniquement la partie de régulation statique, et la résistance donc rebouclée de l'entrée vers la sortie, c'est une contre-réaction dynamique, mais aussi statique par le biais donc de ce transistor qui lui rentre sur un différentiel dont la base de l'autre étage du différentiel est référencée sur la masse. Voilà donc pour l'explication de ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour contrôler tout ça? Ben, j'ai pris mon ohmmètre, j'ai mesuré les résistances pour trouver leur valeur, et je suis arrivé à une chose étrange. Ici, la résistance entre le positif et la base de ce transistor, donc qui assure l'alternance positive, elle est trouvée de 16 kg. Alors que si je regarde sur la partie négative, j'ai une valeur de 5 kg. Donc, moralité, on va avoir une différence entre les deux parties, c'est-à-dire cette partie, le transistor ici, va pratiquement jamais se bloquer par rapport à celui d'ici qui est plus bloqué. Donc on va avoir un décalage forcément asymétrique, puisqu'on a 16 kg ici et 5 kg ici. Donc problème de polarisation au niveau du push-pull. Et donc par analyse du schéma, on peut se rendre compte qu'effectivement on a un souci de ce côté-là. Et j'ai changé donc de ce fait la résistance. Enfin, j'ai pas pu changer nos résistances imprimées. Hein. J'ai coupé sa partie, qui était reliée à la base du transistor, que j'ai remplacé par une résistance CMS, dont on peut voir la résistance ici. Et j'ai ramené un fil sur la base du transistor ici. Voilà donc pour la petite histoire de ce système. Ensuite, j'ai eu d'autres problèmes qui étaient l'affichage. Donc l'affichage, j'avais un afficheur rétroéclairé avec un système inverter. Donc le rétroéclairage sous l'afficheur est un film comme ça, un film dit fluorescent, qui est alimenté en alternatif entre 160 et 200 volts. Donc lui, j'ai essayé sur une partie
enfin un transfo d'isolation galvanique avec le variac. Et j'ai trouvé une lumière qui était beaucoup trop faible, donc qui ne traversait pas la partie afficheur LCD. Donc pour modifier tout ça, j'ai remplacé ça par un afficheur rétroéclairage LCD avec des diodes LED. Ensuite, je me suis trouvé confronté à un autre problème, ce problème était la pile, donc qui était intégrée dans un boîtier orange comme ça. C'est une pile CR 2025, donc défectueuse, et donc les mémoires ne restaient pas. Donc j'ai décortiqué le truc mais j'ai regardé, j'ai trouvé quand même le schéma malgré tout. J'ai monté une CR2025 et ces deux diodes pour faire fonctionner ça. Voilà donc les problèmes que j'ai eus, qui ont été résolus. Et maintenant, on va faire le test avec ça. Et tout remonter. Je vous fais voir l'appareil. Donc c'est un Tektronix AFG 5101. C'est un système première génération, toute première génération qu'on appelait DDS. À l'époque, c'est vrai que maintenant, les générateurs DDS n'ont rien à voir avec ça, ils sont beaucoup plus petits. Mais là, comme on peut voir, c'est quand même beaucoup plus complexe. On a un microprocesseur ici, on a des ports entrée-sortie ici. On a tout un tas de mémoire ici avec tous les systèmes logiques. Et derrière, on a toute une carte de conversion digitale analogique et qui va attaquer, comme bien entendu, donc cette partie ici dont j'ai eu le problème. Ici on a ce fameux ampli, donc comme je vous ai expliqué, qui est monté ici pour attaquer cette partie ici qui est la formation de la sinusoïde, avec ici ces réglages de phase positive et négative pour éviter de voir la pointe du triangle. Donc c'est ce qu'ils appellent le réglage de distorsion ici. Alors j'ai pour ça sorti le module hybride qui était soudé directement sur cette partie ici. C'était directement soudé sur la partie circuit imprimé. J'ai monté des supports tulipes que j'ai coupés et adaptés pour mettre ça en place. Donc ici maintenant tout ça va bien en place comme ça, et on peut aisément travailler dessus. Alors comment j'ai fait le relevé de schéma? J'ai de la documentation où vous pouvez trouver des datasheets sur les CMS, donc les transistors. Alors ici on a nos fameux transistors du comparateur avec cette partie ici. On a le différentiel, donc le différentiel est ici. Ici on a donc un transistor qui est monté en diode, et ici on a un autre transistor qui est un générateur de courant constant pour attaquer le collecteur de celui-là et la base
du transistor ici driver et driver inverseur, hein, comme on peut voir, puisqu'on sort sur le collecteur, on est forcément un inverseur. Donc toute cette partie est ici, c'est toute cette partie là. Ici on a notre transistor diode, ici on a notre miroir de courant, ici ce fameux transistor dont la base est à la masse, et ici le transistor qui reçoit la référence de tension de retour de sortie de contre-réaction. Et ensuite on a donc ici nos deux transistors qui sont ici et ici, sur la partie négative et positive. Donc celui-là et celui-là. Les deux condensateurs de liaison sont ces deux condensateurs ici. Après on a sur le milieu, on a un autre transistor qui est ici donc on a dit les deux transistors, ici les deux autres transistors, et après en sortie on a aussi nos deux, ici les deux diodes Zener, une diode Zener ici et notre diode Zener ici. Donc ces diodes Zener sont donc CMS qui ressemblent étrangement au transistor, mais par le marquage qu'il y a dessus, on peut arriver à déterminer ce qu'est le composant. Ici, donc ici notre fameuse diode interbase qui est ici, qui est ce petit composant CMS. Ici, donc on a dit les deux, là une Zener, là une autre Zener. Non, pardon, c'est les deux qui sont ici. C'est vrai que je me perds un peu dans mes trucs, puisque c'est pas fait depuis hier. Et ici, donc, les deux transistors de sortie, qui sont ces deux transistors ici. Voilà donc pour ça. Maintenant, après toutes ces réparations, l'appareil est fonctionnel. On regardera le fonctionnement de cet appareil. Je vais remonter ces cartes à l'intérieur. Alors il se trouve que sur la partie ampli on retrouve la même carte ici, la même couche épaisse. Donc voilà ce que c'est une couche épaisse. Ça s'est trouvé une période où il y avait les circuits intégrés et les ingénieurs ne voulaient pas faire intégrer certaines parties, et puis bon, mais les capacités à l'époque comme ça c'était des capas de 0,1 micro qui étaient de taille un peu importante, ne s'intégraient pas, et ils ne savaient pas à l'époque intégrer ça dans du composant comme ça. Donc c'est pour ça que entre les deux parties, c'est-à-dire intégration et couche épaisse, il a subsisté la couche épaisse qui était née avant le circuit intégré. C'est un support en céramique, donc avec les résistances comme je vous ai expliqué, que vous pouvez voir ici, qui sont intégrées et qui sont imprimées sur le substrat en céramique et qui sont ajustés par un trait au laser. On va essayer de voir de plus près, mais ça va être difficile. Je fais le point en marche arrière, le point de... Voilà, donc ici, comme on peut voir de plus près, on a la partie, je sais pas
si je vais pouvoir, c'est vrai qu'il faut pas trop bouger. Alors on a ici une, deux, trois résistances qui sont des résistances imprimées. On en a une autre ici, une autre ici, on en a ici, ici, et ces résistances ont un petit trait très fin dessus, qui est l'ajustage au laser. Voilà donc comment étaient faits à l'époque les systèmes dits couches épaisses, un terme que j'emploie en français, qui a un autre terme en anglais qui est think, je sais plus quoi, voilà. Les anglophones trouveront plus le truc, moi je suis plutôt à parler français. Voilà, donc ici vous pouvez voir le marquage sur les composants, donc les composants CMS transistor, mais ces capacités restent inconnues. Il n'y a qu'une condition, c'est de les mesurer avec un capacimètre, avec un petit défaut forcément de capacité parasite. Alors ici vous pouvez voir dessus marqué sur ces divers transistors et diodes Zener leur marquage CMS. Et là, vous pouvez aisément après, en cherchant sur les datasheets des composants CMS, trouver l'équivalent de ces transistors et leur brochage. Donc il faut savoir que pour les transistors, le collecteur est en haut ici. Vu ici, ça c'est la base et ici l'émetteur. Donc là, le collecteur au milieu, au centre, en haut. La base se trouve à gauche et l'émetteur à droite. Et comme vous pouvez voir ici, la fameuse résistance imprimée d'émetteur de ce transistor et à l'identique en haut la résistance imprimée de l'émetteur de ce transistor. Ici donc sur le schéma on a bien ici une résistance de 10 ohms d'émetteur qui relie l'émetteur de l'autre pour la sortie. Tout ceci est limité par une résistance de collecteur de 150 ohms et voilà, donc que dire d'autre, on verra ça après l'essai. Donc comme je vous ai dit, la solution pour là-dessus mesurer, c'est l'ohmmètre, resuivre les pistes, et c'est un travail de patience, mais qui se fait très bien, puisque j'y suis arrivé. Je vois pas pourquoi un relevé de schéma, n'importe qui peut le faire quand il a un petit peu de compétences en électronique. Il peut arriver à se dépatouiller avec un relevé de schéma. Voilà, je remonte ça et on fait le test après. Donc voici l'appareil remonté et fonctionnel avec son afficheur qui fonctionne avec son rétroéclairage. Le signal donc est sinusoïdal ici, sans décalage d'offset. On peut voir que la sinusoïde est bien centrée. Il me manque à ajuster un peu la distorsion. Sur la partie positive, on a une légère crête qui apparaît sur le sommet ici, qui est une petite distorsion, donc ici, qui manquera à ajuster sur le réglage.
Donc les fonctions, on a là en étant sinus, triangle et notre rectangle. Cet appareil donc permet de faire un balayage de fréquence, donc appelé sweep. Il peut être contrôlé soit par un générateur externe ou en interne si on veut, et permet une sortie pour la synchronisation d'un oscilloscope pour son balayage, pour voir donc le start du sweep jusqu'à la fin, c'est-à-dire faire un balayage de la fréquence qu'on a préprogrammée, donc qui va être ici marqué par on va démarrer par exemple, si on veut, à 1 Hz jusqu'à 1200 Hz. Ça permet de faire une analyse sur les amplis ou préamplis de linéarité. C'est bien pratique. Cet appareil ne monte que à 12 mégas avec une perte après d'amplitude. Il n'est pas bien linéaire sur ces fréquences-là. C'est un appareil qui n'est pas fait pour... c'est pas un générateur HF, hein, c'est un générateur BF qui n'est pas parfait au niveau de la distorsion, hein, parce que on arrive à tirer 0,5, entre 0,3 et 0,5% de distorsion, mais pas mieux. Voilà, donc cet appareil est réparé. Comme je vous ai dit, la solution, toujours trouver le synoptique de ce qu'on veut réparer quand on ne connaît pas. Hein, toujours, c'est très important. Avec un synoptique, ça aide beaucoup pour arriver à cerner où se trouve le problème qui est lié à cet appareil. Donc cet appareil, comme je vous disais, avait une panne intermittente, c'est-à-dire qui par moment fonctionnait très bien, et par moment il y avait des décalages d'offset avec disparition du signal. Alors l'offset, il est réglable, on peut arriver à l'ajuster par ici la touche offset. On peut ici mettre, si je veux mettre par exemple 5 volts, je mets 5 volts. Donc ici, c'est pas conseillé, on va mettre donc 1 volt. Et on se trouve sur l'oscilloscope avec un décalage de 1 volt. Si je mets donc offset 0 volt, je mets entrée, on a notre signal qui le redescend. C'est pareil pour la sinusoïde. Si je mets 1 volt, je me retrouve avec un décalage de 1 volt par rapport au signal centré. Voilà, donc tout est fonctionnel, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, on rétablit ici la tension d'offset, de décalage d'offset, et on se retrouve avec un signal qui est correct. Voilà, il ne me manquera plus qu'à régler après la distorsion qui se rétablit en chauffant. Donc je pense que en laissant chauffer l'appareil, même je vois que on devient bon. C'est vrai que ça chauffe beaucoup là-dedans, et comme beaucoup d'appareils de mesure, la solution est souvent de laisser chauffer les appareils avant de s'en servir. Il faut à peu près compter une bonne dizaine de minutes. Et là après,
Maintenant, on peut se rendre compte que le signal de la pointe, cette crête a disparu et on se retrouve avec une belle sinusoïde parfaite. Donc je ne vais pas toucher puisqu'après avoir laissé l'appareil fonctionner, chauffer, tout se rétablit. Bon, ben je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'an Kevin, comme on dit chez nous, et pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!